Et si certaines de ses plus grandes légendes n'étaient pas seulement charmantes ou talentueuses, mais aussi drôlement et humainement stupides. Aujourd'hui, nous allons parler des légendes de l'ancien Hollywood, qui étaient en fait bêtes dans la vraie vie. Nous ne le disons pas. Ce sont les mots de leurs amis proches, des reportages médiatiques, et même de leurs époux, Johnny Weissmuller. Avant que Hollywood ne le découvre, Johnny Weissmuller était un nageur olympique au record battu avec 5 médailles d'or et une de bronze. En 1932, MGM lui a tendu la liane et l'a choisi pour être Tarzan, transformant son cri primal en or au box-office. Mais une fois les caméras éteintes, l'intelligence de Weissmuller, ou son absence, est devenue une blague récurrente dans l'industrie. Selon les comptes rendus du studio, Weissmuller avait souvent du mal à lire les scripts et éprouvait des difficultés à mémoriser ses répliques. Le réalisateur W.S. Van Dyke aurait simplifié les scènes pour lui, préférant l'action au dialogue. Il était célèbre pour improviser des grognements inintelligibles lorsqu'il oubliait ses répliques. On le laissait simplement se balancer, plaisanta un membre de l'équipe dans un profil de Variety en 1940. Il était meilleur avec la corde qu'avec le script. Malgré des revenus substantiels, Weissmuller a pris des décisions financières désastreuses. Il a investi dans des hôtels qui ont échoué et des entreprises farfelues, y compris une tentative bizarre de lancer une chaîne de restaurants sur le thème de Tarzan. Dans les années 1960, il était fauché. Dans des interviews, des amis le décrivaient comme affable, mais incroyablement naïf. Sa vie personnelle reflétait la même impulsivité. Marié 5 fois, il a une fois demandé en mariage une femme qu'il avait rencontrée dans un club la veille. Même ses dernières années étaient marquées par la confusion. Vivant dans un hôtel à Las Vegas, il errait apparemment dans les couloirs en peignoir, se nommant encore lui-même Tarzan. La célébrité lui a donné l'immortalité, mais elle a aussi masqué un manque de conscience stupéfiant. Ed Wood. Aucune conversation sur les mauvaises décisions à Hollywood n'est complète sans Edward Davis Wood Jr. Cinéaste par passion et génie autoproclamé, Wood avait une imagination plus grande que n'importe quel budget de studio, mais absolument aucune idée de comment la réaliser. Son film de 1959, Plan 9 from Outer Space, est largement considéré comme le pire film jamais réalisé. Il a engagé la vieillissante star du cinéma muet Bela Lugosi peu avant sa mort, puis l'a remplacé par un acteur plus grand qui se couvrait le visage avec une cape. Les soucoupes volantes étaient des assiettes en papier sur des ficelles. Wood insistait sur le fait que c'était de l'art élevé. Ses collègues ont raconté son incapacité à comprendre les techniques de base du cinéma. Il filmait souvent des scènes entières sans vérifier la mise au point, et ses scénarios étaient truffés de fautes grammaticales et de logiques déconcertantes. L'acteur Paul Marco a dit une fois que Wood croyait que chaque réplique qu'il écrivait était du pur Shakespeare. Dans Nightmare of Ecstasy, une biographie de Rudolph Gray, Wood est décrit comme étant inlassablement optimiste et délirant, convaincu que ses échecs étaient en avance sur leur temps. Il n'a jamais reconnu ses propres lacunes et blâmait souvent les critiques de ne pas comprendre. Il est mort en 1978, sans le sou et oublié, vivant de whisky bon marché et de rêves dactylographiés. Ce n'est que des décennies plus tard que la renommée culte l'a trouvé. Trop tard pour changer le fait qu'Ed Wood n'était pas seulement un mauvais réalisateur, il était un homme totalement inconscient de ne pas avoir les outils pour l'empire qu'il pensait diriger. Jayne Mansfield. On disait que Jayne Mansfield avait un QI de 163, parlait 5 langues et jouait du violon classique. Mais elle a construit toute sa carrière sur le rôle de la blonde idiote, un rôle dans lequel elle s'investissait tellement que même les directeurs de studio y croyaient. La tragédie n'était pas qu'elle manquait d'intelligence. C'était la façon dont elle a utilisé la stupidité comme une arme pour gravir des échelons qui ont finalement croulé sous son poids. Dès qu'elle a fait irruption sur la scène dans les années 1950, Mansfield a inondé les tabloïds avec ses frasques scandaleuses, ses accidents de garde-robe, ses baignoires remplies de champagne et ses interviews parsemées de répliques osées. Son personnage public a éclipsé tout potentiel pour un jeu d'acteur sérieux. Lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans The Girl Can't Help It et Will Success Spoil Rock Hunter, les critiques ont rejeté sa performance comme une parodie. Les initiés de l'industrie, y compris la biographe Martha Saxton, ont noté que Mansfield sabotait souvent ses propres chances de longévité. Elle a une fois refusé une offre de reprise à Broadway parce qu'elle n'incluait pas d'exposition télévisuelle. Sur le tournage de Promise, le premier film grand public d'Hollywood avec des scènes de nudité, elle s'est concentrée davantage sur l'effet de choc que sur le travail du personnage. En coulisses, sa vie s'est transformée en une série de décisions chaotiques. Son mariage avec le bodybuilder Mickey Argyle s'est terminé par de durs combats judiciaires. Elle s'est associée à des personnages marginaux, y compris Anton LaVey de l'Église de Satan, et s'est entourée de coups médiatiques douteux. Au sommet de sa renommée, elle est apparue dans une série de films européens à petit budget avec des scénarios incohérents et peu de direction. La mort accidentelle de Mansfield en 1967 a scellé son image dans la mémoire publique, non pas comme une femme brillante enfermée par le système,
mais comme une mise en garde sur une actrice qui s'est tellement investie dans le rôle de blonde idiote qu'elle n'a pas pu s'en échapper quand il a commencé à sombrer. Wallace Beery. Wallace Beery se tenait comme l'une des stars les plus rentables de MGM pendant les années 1930, captivant l'écran avec son charme bourru et sa présence imposante. Il a remporté un Oscar pour The Champ en 1931. Pourtant, parmi les initiés, il était chuchoté non pour son éventail d'acteurs, mais pour ses limites intellectuelles et son tempérament violent. Le comportement de Beery sur le plateau est devenu tristement célèbre. Les réalisateurs se plaignaient fréquemment de son incapacité à suivre des instructions nuancées. Ses scripts étaient souvent réécrits pour éliminer toute profondeur émotionnelle ou phrasés complexes. Selon les archives de MGM, citées dans The Fixers par E.G. Fleming, Beery mémorisait les répliques phonétiquement, sans véritable compréhension des mots. Joan Crawford détestait travailler avec lui. Il était cruel, stupide et arrogant, aurait-elle confié à un ami après avoir enduré son intimidation pendant le tournage de Grand Hôtel. D'autres acteurs, y compris Jackie Cooper, se sont souvenus avoir été blessés physiquement par l'improvisation imprudente de Beery pendant les scènes. Dans une interview, Cooper a révélé que Beery le pinçait pour lui faire pleurer devant la caméra. Hors caméra, les décisions de Beery frôlèrent l'absurde. Il investissait dans des fermes d'autruches et des magasins de friandises originales, affirmant qu'il deviendrait la prochaine ruée vers l'or. Lorsqu'on lui demandait de s'exprimer sur des questions politiques lors d'une fonction en studio, il aurait répondu « J'ai pas le temps de réfléchir à ça ». Même à son apogée, les dirigeants le trouvaient difficile et intellectuellement limité. Malgré son succès, peu de gens le voyaient comme plus qu'un bagarreur fiable à l'écran, un acteur qui assurait le succès au box-office, mais nécessitait une gestion prudente, des scénarios simplifiés et une grande marge pour éviter les confrontations. L'héritage de Wallace Beery perdure dans l'histoire du cinéma, mais pas à cause de son intellect ou de sa perspicacité, plutôt parce que la force brute est parfois confondue avec le charisme. George Raft. George Raft avait le physique, la voix et l'air de la rue qui incarnèrent le cinéma de gangster des années 1930. Il était Humphrey Bogart avant que Bogart ne devienne une star. Mais tandis que Bogart montait, Raft se tirait, presque comiquement, dans le pied à plusieurs reprises. Non pas par manque d'opportunités, mais en faisant certains des pires choix de carrière de l'histoire d'Hollywood. Né à Hell's Kitchen, les connexions réelles de Raft avec le crime organisé l'ont aidé à décrocher ses premiers rôles. Il pouvait danser, donner un coup de poing et porter un fedora comme s'il était né avec. Mais selon plusieurs biographies, y compris la vie de gangster de Louis Yablonsky, Raft avait peu d'intérêt pour les scénarios et les lisait rarement en entier. Il choisissait des rôles en fonction de l'apparence du personnage, rejetant une fois un rôle majeur parce qu'il avait l'air efféminé. Il refusa fameusement Le Faucon Maltais, un rôle qui fit de Bogart une star. Il rejeta Casablanca, pensant que c'était un drôle de petit film de guerre. Et lorsqu'on lui proposa Assurance sur la mort, il le refusa, mal à l'aise avec l'ambiguïté morale. Les chefs de studio étaient exaspérés. Un mémo de Warner Brothers en 1942 décrivait Raft comme constamment peu coopératif et dangereusement à courte vue. Les relations personnelles de Raft n'ont fait qu'approfondir le récit de son imprudence. Il entretenait des amitiés étroites avec des gangsters comme Bugsy Siegel et Frank Costello, jouant fréquemment son argent dans des casinos clandestins. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses choix, Raft haussait les épaules en disant « Je vais avec ce que je connais ». Sa carrière a décliné aussi vite qu'elle avait culminé, dépassée par les acteurs qui ont pris les rôles qu'il a rejetés. Dans les années 1960, il faisait des apparitions dans des films de seconde zone, sa promesse initiale depuis longtemps éclipsée par son refus obstiné de penser au-delà de la surface. George Raft n'a pas été oublié à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de tout ce qu'il a choisi de ne pas faire. Buster Crabbe, Clarence Linden. Buster Crabbe était le Golden Boy de l'Amérique en 1932, remportant une médaille d'or aux 400 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'été. Avec sa carrure athlétique et ses traits ciselés, il n'a pas fallu longtemps pour que Hollywood l'appelle. Il est devenu un héros de série. Tarzan, Flash Gordon, Buck Rogers. Mais derrière la façade de héros d'action se cachait un homme qui n'a jamais vraiment compris la mécanique de l'industrie qu'il a fait. Crabbe a admis dans des interviews ultérieures qu'il ne lisait jamais les scripts en entier. Il se concentrait sur les cascades, pas sur les arcs des personnages. Dans Flash Gordon, ses répliques étaient souvent doublées en post-production, car il les ratait lors des prises. Le réalisateur Frederick Stefani a dû concevoir des scènes avec un dialogue minimal pour assurer la continuité. Malgré ses succès répétés dans les séries à petit budget, Crabbe résistait à se diversifier dans des rôles plus exigeants. Il refusait les scripts dramatiques, pensant que le public ne voulait le voir que comme un homme d'action.
Comme l'a noté l'historien du cinéma Richard Band dans Serial Kings, Crabbe n'a jamais évolué parce qu'il pensait que l'évolution n'était pas nécessaire. Ses investissements reflétaient une logique similaire. Il a jadis investi ses gains dans une chaîne de franchises de piscines privées, pour finir en faillite à cause de litiges juridiques et de problèmes d'entretien. Lorsqu'on lui a proposé un reboot télé de Flash Gordon dans les années 1950, il a exigé le contrôle créatif, puis a perdu intérêt au milieu du développement, laissant les producteurs pris de court. La chute de Crabbe n'était ni scandaleuse ni dramatique. Elle était marquée par un refus tranquille de grandir. Il est resté fidèle à son image, longtemps après que le public soit passé à autre chose. Il n'était pas un idiot au sens classique, mais dans un métier qui exigeait de l'adaptation, Buster Crabbe est resté coincé dans une boucle d'entrée flamboyante et de sortie rigide. Esther Williams. Esther Williams s'est taillé une niche éblouissante en tant que sirène à $1 million d'Hollywood. Ses comédies musicales aquatiques dans les années 1940 et 1950 éblouissaient le public avec des natations synchronisées, des costumes somptueux et des plongeons chorégraphiés comme du ballet. Mais au-delà des paillettes et des bassins, Williams avait peu de compréhension ou de soucis pour les mécanismes de sa célébrité ou pour l'industrie cinématographique en rapide évolution autour d'elle. Williams était athlétique, charmante et photogénique, mais elle n'était pas connue pour sa curiosité intellectuelle. Dans ses propres mémoires, la sirène d'$1 million, elle a admis lire rarement ses scripts avant d'arriver sur le plateau. Une fois, elle a plaisanté. Si ça n'implique pas une piscine, ça ne m'intéresse pas. Des réalisateurs comme Charles Walters devaient souvent concevoir des scènes autour de ses capacités physiques plutôt que d'un talent dramatique. Sa vie personnelle n'était pas moins chaotique. Elle s'est mariée 4 fois, y compris avec Fernando Lamas, qui a fameusement insisté pour qu'elle abandonne sa carrière et s'incline devant lui. Elle a accepté. Lorsqu'on lui a demandé dans une interview de 1984 pourquoi elle l'avait permis, elle a simplement dit « Il était fort. » J'aimais fort. Des amis ont remarqué son manque de sens des affaires, surtout quand elle a refusé des offres pour la télévision, croyant que ce médium était en dessous d'elle, même lorsque ses rôles au cinéma se faisaient rares. Williams a également fait de mauvais choix entrepreneuriaux. Sa ligne de maillot de bain a échoué, en raison d'une mauvaise gestion et d'une stratégie marketing inefficace. À la fin des années 1960, elle était financièrement précaire et luttait pour revenir sous les projecteurs. Elle ne comprenait pas comment se réinventer ou s'engager avec les nouvelles audiences. Sa beauté et ses compétences l'avaient menée au sommet, mais une fois que les réservoirs d'eau de MGM se sont taris, sa pertinence aussi. Esther Williams n'a jamais été accusée d'être stupide, mais elle était étonnamment indifférente à tout ce qui ne brillait pas en surface. Dans une industrie fondée sur la réinvention, elle est restée immobile et a disparu tranquillement des projecteurs. Milton Berle. Milton Berle était un nom familier dans les années 1950, gagnant le surnom de Monsieur Télévision pour son travail pionnier dans la comédie télévisée naissante. Il était le visage de Texaco Star Theater, attirant plus de 80% du public national à son apogée. Mais malgré son succès monumental, Berle était célèbre pour prendre des décisions insensées et égocentriques qui ont érodé à la fois son héritage et sa crédibilité. Berle était connu pour voler les blagues d'autres comédiens sans vergogne. Les écrivains du staff se plaignaient fréquemment qu'il recyclait de vieilles blagues, parfois issues de routines de vaudeville datant de 2 décennies. Quand les dirigeants de CBS ont essayé de moderniser l'émission, Berle a refusé. « C'est cela qui m'a rendu célèbre », insistait-il même si les audiences commençaient à chuter. Son comportement en coulisses était erratique. Les biographes, dont Gerald Nachman dans Seriously Funny, décrivent comment Berle exigeait l'approbation de scripts qu'il ne lisait pas et licenciait des écrivains sur un coup de tête. Son instinct était souvent mauvais. Il a rejeté plusieurs changements de format innovants et refusé de partager la vedette par peur que d'autres comédiens ne lui volent la vedette. Berle a également pris des décisions commerciales déroutantes. Il a refusé un contrat de film lucratif avec la Metro-Goldwyn-Mayer parce qu'il ne voulait pas réduire ses apparitions dans les nightclubs, manquant ainsi une occasion de passer au cinéma. En 1960, il a investi dans une série de clubs de comédie portant son nom, mais a refusé de les visiter, et ils ont tous fait faillite en 2 ans. Malgré son rôle pionnier à la télévision, Berle est devenu une relique. Il n'a jamais compris l'humour changeant des années 1960 et 70. Lorsqu'il a finalement accepté des apparitions en tant qu'invité dans les dernières années, ses blagues étaient considérées comme déconnectées et douloureusement dépassées. Milton Berle a contribué à bâtir les fondations de la comédie télévisée, mais n'a pas compris que rester au sommet signifiait apprendre, s'adapter et parfois se retirer. Il ne l'a jamais fait. Frank Fay. Frank Fay était autrefois considéré comme l'un des plus grands comédiens de scène en Amérique. Son sens du timing, son contrôle vocal et sa maîtrise du public lors des années 1920 lui ont valu d'être en tête d'affiche dans le vaudeville et à Broadway.
Mais derrière le rideau, Faye était un combinaison toxique d'arrogance, de préjugés et d'ignorance sociale stupéfiante. Il n'a pas seulement fait dérailler sa propre carrière, il a aliéné toute une industrie qui le vénérait autrefois. Le succès de Faye lui a fait croire qu'il était intouchable. À ses débuts chez Warner Bros., les mémos du studio notaient à quel point il était difficile à diriger. Il ignorait les indications, réécrivait les scripts sans permission et se moquait ouvertement des membres de l'équipe. George Burns l'a un jour qualifié de « l'homme le plus drôle qui ait jamais vécu et l'être humain le plus détestable que j'ai jamais rencontré ». Son comportement en dehors de la scène était encore pire. Il exprimait ouvertement des opinions antisémites et racistes à une époque où la plupart d'Hollywood, dirigés par des magnates juifs des studios, commençaient à se distancer du sectarisme manifeste. Pendant la Prohibition, il a fait les gros titres pour des tirades alcoolisées dans des clubs nocturnes et a été arrêté plusieurs fois pour conduite désordonnée. Sa femme, l'actrice Barbara Stanwyck, a fini par divorcer de lui, invoquant des abus physiques et émotionnels. Faye a refusé des offres pour apparaître dans des films parlants après 1931, pensant que les films sonores étaient indignes de lui. Quand il accepta finalement un rôle dans God's Gift to Women, sa performance était si raide et déconnectée que les critiques l'ont éreinté. En moins de 10 ans, il était inemployable dans le cinéma ou la radio. Des biographes comme Nick Tosches considèrent Faye comme une figure tragique, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il refusait de voir au-delà de son propre reflet. Dans les années 1950, il se produisait dans des clubs de second ordre et dormait dans des chambres louées, l'industrie lui ayant collectivement fermé ses portes. L'histoire de Frank Faye n'est pas seulement celle de l'ignorance. C'est au sujet du danger de prendre les applaudissements pour de l'infaillibilité. William Frawley. William Frawley est surtout connu pour avoir joué Fred Mertz dans I Love Lucy, un rôle qu'il a inscrit dans l'histoire de la culture pop. Mais en coulisses, Frawley était une présence volatile et belliqueuse dont la personnalité abrasive et le manque de conscience de soi faisaient souvent de lui son pire ennemi. Avant que la télévision ne sauve sa carrière, Frawley était un acteur de second plan en difficulté tout au long des années 1930 et 40. Il était connu dans les studios pour être difficile à diriger, slurant fréquemment ses répliques à cause de son alcoolisme chronique. Les réalisateurs, y compris Wesley Ruggles, auraient refusé de travailler avec lui après trop de prises ratées. Une fois, une scène entière a été retirée de miracle sur la 34e rue parce qu'il ne pouvait pas rester sobre assez longtemps pour la jouer correctement. Sa réputation faillit lui coûter le rôle dans I Love Lucy. Lucille Ball s'opposa initialement à son casting, invoquant son comportement erratique et sa consommation d'alcool. Desi Arnaz accepta finalement de l'engager sous des conditions strictes. Frawley devait rester sobre sur le plateau et arriver à l'heure. Étonnamment, il l'a fait, mais en dehors du plateau, ses anciennes habitudes ont refait surface. Il était connu pour déclencher des bagarres dans les bars et a été banni de plusieurs lounges d'Hollywood pour comportement perturbateur. Frawley avait peu de patience pour moderniser son art. Il se moquait des cours de théâtre et des répétitions, disant un jour à un jeune costard « Si vous avez besoin de pratiquer, vous ne devriez pas être dans ce métier. » Son arrogance et son manque d'adaptabilité ont fermé de nombreuses portes. Quand I Love Lucy s'est terminé, les producteurs hésitaient à lui confier des rôles importants, craignant qu'il ne retombe dans ses anciennes habitudes. Bien qu'un interprète comique talentueux, William Frawley confondait souvent franchise avec sagesse et défi avec force. Il se reposait sur un seul grand rôle, mais n'a jamais compris à quel point il était proche de tout perdre, simplement parce qu'il refusait d'évoluer, d'écouter ou de prendre ses responsabilités. John Arthur. John Arthur avait l'une des voix et des personnalités à l'écran les plus distinctes des années 1930 et 40. Avec sa voix rauque et ses yeux expressifs, elle brillait dans des classiques comme Mr. Smith Goes to Washington et Mr. Deeds Goes to Town. Pourtant, derrière ce charme se cachait une femme qui a passé une grande partie de sa carrière à fuir la célébrité, la presse et souvent son propre succès. Arthur avait une peur bien documentée de parler en public et des interactions sociales, mais plus troublante était son incapacité ou son manque de volonté à naviguer les fonctions de base de l'industrie cinématographique. Elle refusait les interviews de presse, rejetait les apparitions publiques et s'engageait rarement avec les chefs de studio. Selon Frank Capra, elle sortait par des sorties arrière et disparaissait parfois entre les projets, évitant tout contact pendant des mois. Son anxiété frôlait le sabotage professionnel. Pendant le tournage de The More the Merrier, Arthur aurait eu des crises à propos de l'éclairage et des costumes, et a insisté pour tourner sans que les membres de l'équipe regardent. Le réalisateur George Stevens a dû reconstruire des décors entiers pour satisfaire son inconfort. Malgré une nomination aux Oscars, Arthur a plus tard rejeté le film comme une expérience misérable. Elle a également refusé des rôles majeurs qui auraient pu maintenir sa célébrité.
Elle a décliné His Girl Friday, La vie est belle, et même des rôles écrits spécifiquement pour elle. Quand Columbia pique, les Pictures lui ont proposé une extension de contrat en 1944. Elle l'a refusé, préférant une semi-retraite, se retirant dans son appartement sans plan précis. Arthur est retourné enseigner l'art dramatique au Vassar College dans les années 1960. Mais même à cette époque, les étudiants rapportaient qu'elle était souvent évasive, énigmatique et distante émotionnellement. Son génie était réel, mais son détachement l'était aussi. Jean Arthur n'est pas tombée en disgrâce parce qu'elle manquait de talent. Elle s'est éloignée parce qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas fonctionner dans le monde qui l'avait rendue célèbre. Rod Steiger. Rod Steiger a reçu des éloges de la critique pour ses performances intenses et sombres dans des films comme Sur les quais, Le prêteur sur gage et Dans la chaleur de la nuit. Il a remporté un Oscar et a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs de son époque. Mais son dévouement extrême à la méthode et sa volatilité émotionnelle, ainsi que son mauvais jugement professionnel, l'ont transformé en une mise en garde dans l'industrie. L'approche de Steiger dans le jeu d'acteur était immersive, si immersive qu'elle aliénait fréquemment ses co-stars. Sur le plateau de Dr. Zhivago, le réalisateur David Lean se serait heurté à Steiger en raison de son refus de répéter les scènes à froid. Steiger insistait pour se mettre dans un état psychologique avant de tourner, retardant parfois la production de plusieurs heures. Omar Sharif a décrit le travail avec lui comme émotionnellement épuisant. Son perfectionnisme franchissait souvent la frontière de l'autosabotage. Il a refusé le rôle de Patton, une performance qui a ensuite valu à George C. Scott un Oscar, parce qu'il pensait que le scénario manquait de subtilité émotionnelle. Il a également refusé Le Parrain, disant que c'était trop commercial. Il a ensuite admis regretter ces deux décisions, mais a continué à éviter les rôles grand public en faveur de projets plus petits et moins cohérents qui offraient une liberté créative. Dans des interviews, Steiger blâmait souvent l'industrie de ne pas le comprendre. Pourtant, ses collègues se souvenaient de ses sautes d'humeur erratiques et de son refus de compromettre. Le réalisateur Sidney Lumet a dit un jour « Rod était brillant, mais il rendait les choses plus compliquées qu'elles ne devaient l'être pour tout le monde. » Dans ces dernières années, Steiger a lutté contre la dépression et l'instabilité financière, apparaissant dans des films étrangers, à petit budget, et des épisodes télévisés, juste pour joindre les deux bouts. Il croyait être incompris, mais n'a jamais vu comment ses idéaux rigides et son arrogance l'ont coupé des opportunités. Son talent était immense, mais il est devenu une cage qu'il s'était lui-même construite. Earl Holliman. Earl Holliman est entré à Hollywood avec la promesse d'une ascension longue et régulière. Il a remporté un Golden Globe pour The Rainmaker en 1956 et a joué aux côtés de légendes comme Elvis Presley et John Wayne. Pourtant, malgré son élan initial et une présence à l'écran indéniable, la carrière de Holliman s'est stabilisée. Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivaient comme sympathique mais limité, un homme qui n'a jamais complètement saisi l'importance de la réinvention. Les notes de studio de la fin des années 1950 révèlent la réticence de Holliman à se mettre au défi. Il a refusé à plusieurs reprises des rôles nécessitant un travail sur l'accent ou une complexité émotionnelle, insistant sur le fait qu'il était mieux adapté au rôle de bon vieux américain. Lorsqu'on lui a proposé le rôle dans Jugement à Nuremberg, il a refusé, le qualifiant de trop politique. Le rôle est finalement allé à William Shatner. Ses choix de rôle reflétaient une tendance à jouer la sécurité. Les réalisateurs en ont eu assez de sa résistance aux instructions. Richard Fleischer, qui a dirigé Holliman dans The Trap, a plus tard remarqué qu'il n'était pas difficile. Il ne s'étendait juste pas. Holliman évitait les rôles sur scène, refusait de s'entraîner au dialecte et apparaissait peu en dehors du genre western ou guerre. Hors écran, ses décisions commerciales étaient tout aussi superficielles. Il a investi la plupart de ses gains dans un projet de restaurant à Burbank qui a échoué en 3 ans à cause d'une mauvaise gestion. Il a refusé les opportunités à la télévision au début des années 60, croyant que les rôles au cinéma viendraient toujours à lui. Alors que Holliman continuait à travailler dans de petits rôles jusqu'aux années 1980, sa présence diminuait chaque année. Il n'a jamais été détesté, il n'a jamais été scandalisé, mais il n'a jamais vraiment évolué. Dans une ville qui récompense le risque, Earl Holliman a bâti une carrière sur la prévisibilité et l'a vu tranquillement s'éteindre. Peter Lorre. Peter Lorre était l'un des visages les plus distinctifs du cinéma, avec ses yeux globuleux, sa voix douce et une présence à l'écran inquiétante qui le rendait inoubliable dans des rôles comme M et le Faucon Maltais. Mais les particularités mêmes qui le distinguaient l'enfermaient aussi dans un coin étroit d'Hollywood. Malgré son intelligence et son esprit vif, Lorre a fait des choix étonnamment limités, beaucoup étant guidés plus par l'insécurité que par l'ambition. Lorre est arrivé à Hollywood dans les années 1930, après avoir fui l'Allemagne nazie.
Fluent dans plusieurs langues et formé de manière classique, il acceptait néanmoins tous les rôles qui se présentaient, terrifié par le chômage dans une nouvelle terre. Il est rapidement devenu type ein Tao Jatster, jouer le rôle d'un méchant, d'un fou ou d'un excentrique étranger. Lorsqu'on lui proposait des rôles plus conventionnels, il les rejetait souvent, pensant que le public ne l'accepterait pas en dehors de l'ombre. Il ressentait une rancœur ouverte envers l'industrie, mais refusait de la défier. Le réalisateur John Huston lui a un jour offert un rôle dramatique qui aurait remodelé son image, mais Lore l'a refusé, disant qu'il ne voulait pas troubler les gens. Dans Roundup, The Usual Suspects, le biographe Donald Spoto note que le plus grand ennemi de Lore n'était pas Hollywood, c'était son propre manque de confiance. Il a aussi fait des choix personnels déconcertants. Addict à la morphine pendant les années 1940, Lore épuisait ses finances en pilules et en charlatanisme médical. Il négociait rarement ses contrats, permettant ainsi au studio de le payer bien en dessous de ses costards. À un moment donné, il emprunta de l'argent à Boris Karloff pour éviter l'expulsion de son appartement à Hollywood. Lore n'était pas un imbécile. Son intellect était largement reconnu par ses collègues, mais il doutait profondément de sa valeur et laissait cette peur le maintenir enfermé dans les mêmes rôles, les mêmes histoires, et finalement, dans la même obscurité silencieuse. Peter Lorre avait l'esprit d'un philosophe et le cœur d'un fantôme, dérivant dans un système qu'il n'osait jamais défier. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich était plusieurs choses, sensuelle, mystérieuse, autoritaire. Elle a captivé le monde dans L'Ange bleu et Morocco, son image façonnée à la perfection par le réalisateur Joseph von Sternberg. Mais derrière la caméra, Dietrich a construit une performance bien plus durable que n'importe quel rôle qu'elle a joué. Elle se couvrait d'ignorance stratégique, feignant la simplicité, voire la stupidité, pour naviguer dans une industrie qui la voulait séduisante, mais silencieuse. Les archives des studios Paramount des années 1930 révèlent que Dietrich prétendait souvent ne pas comprendre l'anglais lors de différents contractuels, bien qu'elle le parlât couramment. Lorsqu'on lui demandait de commenter la politique, elle esquivait, prétendant en savoir très peu sur ces sujets. Elle permettait au réalisateur masculin de façonner son éclairage, son placement, et même la façon dont elle livrait ses dialogues, cultivant ainsi une image de conformité passive. En privé, elle était tout sauf cela. Ses lettres, désormais conservées à la Bibliothèque d'État de Berlin, révèlent un esprit acéré. Mais Dietrich a choisi de ne pas afficher cette intelligence publiquement. Les hommes ont peur des femmes intelligentes, a-t-elle dit un jour à un journaliste. Ils préfèrent un murmure à une phrase. Cette naïveté calculée a eu un coût. Alors que le système des studios s'affaiblissait dans les années 1950, Dietrich avait peu d'options. Elle ne s'était pas cultivée en tant que productrice, réalisatrice ou scénariste. Contrairement à ses contemporaines comme Bette Davis ou Katharine Hepburn, elle n'avait pas de solution de repli. Elle faisait des tournées en tant que chanteuse, vêtue de paillettes, en chantant de vieux standards, mais le monde du cinéma était passé à autre chose. Dietrich n'était pas stupide, mais elle s'est laissée sous-estimer pour survivre, et ce faisant, elle a limité son propre héritage. Elle a joué sur le long terme, mais en jouant la sécurité, elle a renoncé à son plein potentiel. Ce qui restait était le masque, beau, mystérieux et tragiquement unidimensionnel. Tony Curtis. Tony Curtis est passé d'une enfance difficile à New York pour devenir l'un des premiers rôles les plus reconnaissables d'Hollywood. Avec son charme de jeune premier et sa présence magnétique à l'écran, il a joué dans des classiques comme Sweet Smell of Success et Some Like It Hot. Mais derrière le charisme, Curtis était souvent critiqué pour sa superficialité, tant dans ses performances que dans sa vie. Les réalisateurs ont souvent remarqué que Curtis avait du mal avec le matériel complexe. Billy Wilder a dit une fois qu'il devait tirer la performance de lui, image par image. Ses premières années étaient définies par des rôles légers et des projets de vanité. Et même au sommet de sa gloire, Curtis a admis qu'il n'avait aucun intérêt pour le fonctionnement interne de l'industrie cinématographique. « Je n'ai jamais lu les scénarios jusqu'au bout », a-t-il dit à un journaliste en 1960. Il faisait souvent des erreurs de jugement lors des interviews, déclarant une fois à propos de Laurence Olivier, « Ce gars anglais qui crie beaucoup ». Curtis a également rejeté plusieurs rôles sérieux qui auraient pu élever son statut, préférant des projets mettant l'accent sur l'apparence plutôt que la substance. Ses relations étaient tout aussi impulsives. Il s'est marié 6 fois, souvent après des romances en coup de vent, et a fait la une des journaux pour ses comportements erratiques et mesquins. Tony Curtis avait un talent brut et un charme indéniable, mais manquait d'introspection ou de discipline pour l'exploiter en vue d'une grandeur à long terme. Guy Madison. Guy Madison, né Robert Mosley, a été découvert alors qu'il travaillait comme monteur de ligne téléphonique en Californie. Un regard sur ses traits sculptés, et il a été propulsé dans la célébrité par l'agent Henry Wilson. Mais l'ascension de Madison vers la célébrité n'était pas accompagnée de talent d'acteur ou de sens professionnel.
Il est devenu le modèle des acteurs qui comptaient uniquement sur leur apparence, manquant même des instincts de base pour naviguer dans une carrière en studio. Les critiques étaient constamment peu impressionnés par ses performances. Au sable du temps et la charge à Feather River, l'intonation de Madison était décrite comme monotone, ses expressions faciales vides. Le réalisateur William Castle a fait remarquer que Madison avait la personnalité d'une bibliothèque, ajoutant que plusieurs prises étaient nécessaires, juste pour capturer des scènes acceptables. Malgré cela, il est devenu une idole des adolescents dans les années 1950. Les initiés du studio reconnaissaient qu'il était photogénique et malléable, mais admettaient qu'il n'avait aucune ambition au-delà du fait de se présenter et de se placer sur les marques. Il était connu pour demander aux producteurs dans quelle direction faire face à la caméra, même jusqu'à son 4e film. Madison a également fait des investissements financiers bizarres en achetant un ranch dans le Wyoming sans personnel ni plan de revenus. Cela a rapidement échoué. Dans les années 1960, sa carrière avait dépéri et il se retrouvait à doubler des films européens et des westerns à petit budget. Guy Madison avait toutes les opportunités, mais ne savait pas quoi en faire.